Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des paluches et des bouquins. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière parce que nous avons une invitée de marque qui n'est autre que Marion Sigaud. Alors Marion Sigaud, pour ceux et celles qui ne la connaîtraient pas encore, c'est une auteure et historienne engagée dans les voies de la vérité contre les dogmes républicains. Monarchiste avant Oh, les tout, dogmes pour les républicains et dogmes. autres, tous les dogmes. Et Non, c'est même pas tous les dogmes, il y a des dogmes qui me conviennent, non, mais contre les voilà, idées reçues. Contre les idées reçues, contre les voilà, idées on va dire. reçues. Voilà, contre Monarchiste. les idées reçues. Vous êtes monarchiste donc, et vous êtes pour le retour d'un roi. Alors comment? On va le voir tout à l'heure, même s'il commence à un petit peu large comme question. Et ces ouvrages d'histoire sont des investigations minutieuses au sein des archives où elle en extrait les vérités que l'on nous cache depuis plus de 2 siècles et demi. Elle se bat aussi depuis toujours contre la pédophilie au travers de ses écrits et interventions. Marion, soyez la bienvenue sur la chaîne. Bonjour, bonjour, Bonne année, bonjour à bonne tous. santé. Alors, je vais Bonne année, bonne commencer santé. à faire un petit tour sur vos ouvrages. Donc, Est-ce que je les peux dire ouvrages quelque chose sur, est-ce que je voudrais dire quelque chose tout de suite sur vous m'avez dit monarchiste. Alors, je Oui, vais vous allez-y. expliquer, je vais vous expliquer quelque chose de très précis là-dessus. Ce n'est pas moi qui me suis défini comme monarchiste. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Au fur et à mesure que je faisais des vidéos pour expliquer ce que je découvrais, quelles étaient mes positions par rapport à telles idées reçues, par rapport à ceci, par rapport à cela, un jour, il y a quelqu'un qui a dit Marion Sigaud royaliste. Et alors, j'ai voulu, comme je ne l'avais jamais dit, j'ai voulu prendre ma plume pour protester, puis j'ai réfléchi, j'ai dit, mais je vais protester comment contre ça? Et en fait, je ne pouvais pas protester. Alors, j'ai rien dit. Et puis, me voilà royaliste, mais je ne l'ai jamais revendiqué. Je ne l'ai jamais revendiqué, je me suis jamais positionné en disant il faut la restauration d'un roi. Je fais juste de l'histoire et la conclusion de tout ce que je raconte sur la République, c'est que depuis qu'on n'a plus de roi, ça va de mal en pis. Et maintenant, et j'ai décidé de ne pas contredire. Voilà. Donc, je vous le dis comme ça. Je vous dis également qu'à chaque occasion, je dis vive Dieu, la France et le roi. Donc voilà, maintenant je vous laisse conclure. Et c'est pas négligeable, justement, comme détail. Alors, votre premier qui est, je vous le montre, donc c'est aux éditions Contre-Culture, de la centralisation monarchique à la révolution bourgeoise, l'absolutisme royal et ses opposants. Ça, c'était le Mm-hmm. premier que vous aviez fait. Donc, on couvre à peu près Oh, euh, c'est pas le premier que j'ai fait, c'est le premier que j'ai fait chez Contre-Culture. chez Hein. C'était Contre-Culture, c'est ça, hein, parce que voilà, si vous c'était avez fait déjà, un je crois, roman, vous avez fait d'autres choses mon d'abord. dixième ou onzième ouvrage, hein, Oui, allez. publié. Voilà. Donc celui-ci traite à peu près, si je me trompe, vous me rectifiez, donc la période de fin de règne de Louis XIV, la régence assurée par Philippe d'Orléans, neveu donc du feu roi, le règne de Louis XV à travers certaines affaires telles que le cas d'Amiens, dont je vous avais parlé tout à l'heure en coulisses, si on peut appeler ça comme ça, Ouais. Henri Béraud, dont on en tira un roman qui s'appelle Le Vitriol de Lune, prix Goncourt en 1926, dont j'ai une petite vidéo. On a aussi les Lumières et leur idéologie moribonde pour finir avec l'avènement du libéralisme sous Turgot. Est-ce que c'est bien cela? Voilà. On Oui, a, sauf que je commence un petit peu avant quand même, puisque je dis que l'achèvement de la centralisation, l'aboutissement de la centralisation et le début vraiment de l'absolutisme triomphant, c'est quand même Henri IV. Donc, je me positionne à partir du grand-père de Louis XIV et pas de Louis Mhm. XIV. Mais c'est vrai qu'il y a une part plus grande pour le règne de Louis XIV, ce qui est logique. Plus je me rapproche de ma période d'études, la période que je connais le mieux, c'est-à-dire le 18e, plus mes sujets sont étendus et plus je m'en éloigne et plus ils sont réduits. Voilà. Donc, de la centralisation monarchique à la révolution bourgeoise, en fait, c'est d'Henri IV à la Révolution. D'Henri IV à la Révolution. Je commence quand même j'évoque quand même Henri IV et voilà, le début la fin du 16e et le début du 17e siècle. Voilà. Alors, j'avais une question C'est sur deux siècles, c'est 2 siècles d'histoire un peu, oui, 2 siècles, en gros, 2 siècles d'histoire. Donc, c'est l'histoire de la centralisation monarchique, c'est-à-dire comment l'État s'est agrégé autour de l'autorité centrale du roi, et Mhm. quelles ont été les forces qui se sont opposées, forces qui ont été glorifiées par la doxa. Moi, ce que j'ai reçu, si vous voulez, comme enseignement quand j'étais à l'école, et c'était s'il y avait des cours que je suivais bien au lycée, c'était quand même bien les cours d'histoire, c'était que on a glorifié, à mes yeux, enfin aux yeux de ma génération, très vraisemblablement, même pas de la génération qui suit, parce qu'ils font même plus d'histoire maintenant, ils parlent d'autre chose, mais on nous a glorifié tous les opposants à l'absolutisme royal. Et en faisant mes études d'histoire et en commençant mes premières recherches en vue de publication,
j'ai découvert quelle était la vraie nature des opposants à l'absolutisme royal, et c'est pas joli, joli. C'est pas joli, joli. C'est comme ça que petit à petit, je me suis vue à mon corps défendant, c'était pas le but. Moi, le but, c'est la recherche de la vérité. Je me suis prise à défendre de plus en plus le parti du roi contre le parti de ses opposants, puis jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un me dise, vous êtes royaliste, et j'ai pas pu démentir. Alors, Louis XIV, il y tient une place quand même importante dans cet ouvrage. Qu'est-ce que Oui, vous en diriez de Louis XIV? Parce qu'il est assez contesté forcément aujourd'hui plus qu'à un autre moment, étant donné l'absolutisme de son règne. Euh, oui. mais en fait, il a fait beaucoup de nettoyage en réalité, Louis XIV, si je ne m'abuse, au sein de son Ben, règne. moi, parmi les grandes choses, alors bon, il y a le meilleur et le pire. Le pire, c'est les circonstances qu'il veut. Le meilleur, c'est le fruit de la volonté, et le pire, c'est le fruit des circonstances. C'est comme ça que c'est comme ça que je l'ai découvert, si vous voulez. Parmi les grandes choses qu'a fait Louis XIV, je peux vous en citer une ou deux. Mhm. Il y a l'interdiction des procès en sorcellerie, excusez du peu. Excusez du peu, les bûchers ont arrêté de flamber au royaume de France parce que le roi a dit, j'interdis parce que tel est mon bon plaisir. C'est ça l'absolutisme. C'est ça l'absolutisme. Oui, mais Majesté, est-ce que... Oui, d'accord, j'ai bien entendu, mais c'est comme ça. Je suis le roi, au-dessus de moi, c'est le bon Dieu. C'est moi qui décide et vous ne discuterez pas. C'est ça l'absolutisme. L'absolutisme, on m'a fait croire que c'était le roi fait ce qu'il veut. C'est absolument faux. Le Mhm. roi ne fait pas tout ce qu'il veut. Il y a quantité de choses que le roi n'a pas le droit de faire. Morceler son royaume, léguer son royaume à des bâtards. Il y a des quantités de choses que le roi n'a pas le droit de faire. L'absolutisme ne veut pas dire je fais ce que je veux. L'absolutisme dit quand j'ai décidé, à l'aide de mon conseil, à l'aide de mes confesseurs, à l'aide de ma conscience, à l'aide de tous mes agents que j'envoie à travers tout le royaume et qui m'envoient régulièrement des rapports que je fais étudier par des gens que je choisis, etc., etc. Une fois que j'ai décidé, on ne discute plus. Et les pressions pour parler de la chasse aux sorcières, le mot est impropre. Le mot est impropre parce qu'on n'a pas chassé les sorcières, on les a trouvées, on les a pas véritablement cherchées. Mais la décision qui a été prise par Louis XIV d'interdire les bûchers de sorcières a été très violemment contestée par quantité de magistrats qui ont écrit des lettres de supplication au roi, Majesté, Majesté, laissez-nous sévir contre ces affreux. Alors c'était pas des sorcières en l'occurrence, c'était le Parlement de Rouen, je crois, qui voulait brûler une demi-douzaine de sorciers. Alors, incidemment, la chasse aux sorcières est doublement fausse parce qu'on n'a pas chassé et d'autre part parce que, tenez-vous bien, on a brûlé 2 sorciers pour une sorcière. Ça se dit pas ça. Ouais. Ça fait pas longtemps que je le sais, c'était pas dans mon livre, mais je le sais depuis récemment. Donc en l'occurrence, le Parlement de Rouen voulait brûler des sorciers et il a supplié le roi qui a dit non, non, c'est fini, on ne brûlera plus. On ne brûlera plus de sorciers sous mon règne. Et la conclusion de sa lettre patente, hein, de sa décision solennelle, c'est parce que tel est mon bon plaisir. Ça, c'est l'absolutisme. Un autre exemple d'absolutisme, un petit peu précédent chronologiquement, c'est quand le roi alerté par les... Alors, vous savez, les intendants, c'était des agents, c'était l'équivalent des préfets, Mhm. c'était les agents envoyés par le roi dans les provinces pour représenter l'autorité, mais surtout pour faire remonter les désiderata, les doléances, les problèmes, enfin la réalité de la province. Donc, toute la réalité de la province passait par les subdélégués envoyés par les intendants ramassaient les informations collectées par les subdélégués, qui envoyaient ça au roi, qui, au conseil des dépêches, lisait, voilà, il y a tel problème ici, il y a besoin il y a par exemple une catastrophe, il y a par exemple un projet de développement de ceci, de cela. On discutait ça en conseil, le conseil qu'on appelle aujourd'hui conseil des ministres, à l'époque c'était ce qu'on appelait le conseil du roi. Il y avait des ministres pour faire des propositions, et une fois que la proposition était faite, si le roi disait oui, c'est d'accord, c'était parce que tel est mon bon plaisir et la décision était prise. Mais ça ne veut pas dire qu'il était tout seul dans sa tour d'ivoire à décider n'importe quoi. On a bien compris. Donc, l'information est remontée par l'intermédiaire. C'était juste au lendemain du procès Fouquet et avant le début de l'abominable affaire des poisons qui a beaucoup secoué le trône, c'est-à-dire au début des années 1600, 1660. Je situe ça à peu près, j'espère que je ne dis pas de bêtises, 1665. Mhm. Des informations sont remontées au Conseil du roi que des abominations avaient lieu en Auvergne par des juges, commises par des juges et des nobles corrompus. C'est-à-dire que en Auvergne, les justiciables n'avaient plus de justice. Or, le roi, il est quand même le premier, il est avant tout le premier justicier du royaume. Toute la justice qui est rendue sur l'étendue du royaume est toujours rendue au nom du roi.
Donc, si les juges font des malversations, c'est le roi qui est mis en cause. Le roi est alerté que vous avez des seigneurs et des magistrats brigands qui oppriment horriblement la région d'Auvergne. Et le roi décide, après avoir longuement étudié les rapports qui lui ont été communiqués par son ministre, le roi décide d'envoyer ce qu'il a appelé des grands jours. Alors, les jours, c'était les jours de justice. Toute la justice était rendue sur le royaume de France selon des jours de justice, hein, quand le seigneur justicier appelait les justiciables et puis il disait voilà, je décide ceci, cela. Les grands jours, c'est on envoie des magistrats triés sur le volet, sur le terrain, envoyés par le roi, et les magistrats ont été choisis par Louis XIV, extraits du Parlement de Paris, parmi les juges les plus probes d'une part, et d'autre part les plus incorruptibles, c'est-à-dire les plus riches également. Il faut comprendre que c'est pas parce qu'ils étaient riches qu'ils ont été choisis, mais c'est parce qu'ils étaient probes et parce qu'ils étaient incorruptibles qu'ils ont été choisis. Donc, on a choisi parmi les plus grands seigneurs, mais des gens de confiance, des gens en qui le roi avait une confiance vérifiée, quoi, incontestable. Donc, c'est une grande caravane de plusieurs centaines de gens, parce qu'il y avait les magistrats, il y avait leur famille, il y avait leur épouse, qui a eu certainement dans les grands jours une importance intéressante. Et ces magistrats, cette grande colonne de magistrats avec femmes et domestiques, ont mis plusieurs jours à arriver en Auvergne. Et quand ils sont arrivés en Auvergne, ils ont dit ceci sera la justice du roi. Elle sera gratuite, parce que la justice était payante. D'ailleurs, elle l'est toujours. Hein. Essayez d'obtenir justice sans déverser un centime, vous m'expliquerez comment vous ferez. Les magistrats des grands jours sont arrivés en disant nous venons rendre ici une justice gratuite au nom du roi, toutes les doléances non purgées, amenez-les-nous et nous allons les rejuger au nom du roi. Personne n'a bougé. Personne n'a bougé. C'est-à-dire que les justiciables, odieusement traités par toute cette bande de malandrins, n'osaient pas, parce qu'ils disaient, vous êtes bien gentils, les juges des grands jours, mais quand vous serez repartis, c'est nous qui allons subir les... Non, 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 non. Alors, ce qu'ils ont fait, ils sont allés eux-mêmes dans les campagnes, dans les villages, ils sont partis avec leurs gens, aller dans toutes les petites localités où on pouvait leur dire, voilà, il y a par exemple, tel paysan à qui on a saisi ses bœufs, on veut pas le lui rendre, pour une histoire de dette qui conteste. Enfin, les justiciables étaient vraiment à la merci de juges véreux. Les grands jours ont duré de septembre, je crois, à janvier. Ils ont tout purgé. Ils ont tout purgé. Tout purgé. Et c'est incroyable. Il y avait un vent d'enthousiasme qui s'est soulevé. La population a été complètement mais transportée de joie. Nous avons un roi, nous avons un roi, nous avons un roi. Il y a eu des têtes coupées. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y a eu surtout des châteaux décapités, quand on ne pouvait pas décapiter le châtelain, on décapitait le château, des biens saisis, et on peut dire la vengeance, parce que c'est pas la vengeance au sens, disons la justice du roi, ne glissons pas sur les mots à double sens, la justice du roi a été tellement sévère qu'il a suffi de menacer les autres provinces alentours, de leur envoyer des grands jours pour que tout se calme et que tout rentre dans l'ordre. C'est-à-dire que ça s'appelle pas un coup de majesté, c'est l'expression de la justice royale, l'expression autoritaire de la justice royale a été faite de façon tellement grave, sérieuse, sévère et sans compromis, que d'une part, la région d'Auvergne s'est apaisée, la population a enfin pu rentrer dans ses droits et a pu respirer et reprendre ses activités normales. Vous vous rendez compte, si on vous vole et que si vous portez plainte, c'est vous qui allez vous retrouver comme victime. D'ailleurs, ça doit certainement parler à beaucoup de gens aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas demander justice parce qu'ils ont peur que ça se retourne contre eux. C'était le cas à l'époque en Auvergne, et c'est ce que Louis XIV a fait à régler. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire des grands jours d'Auvergne? Eh bien, c'est l'expression de ce que c'est que l'autorité du roi. Mais c'est ça l'autorité du roi. C'est ça. On est loin aujourd'hui. Hein. On en est loin, mais ça peut arriver, hein, ça peut revenir. Je sais pas si ça viendra. Important aussi vers la fin de ce livre, c'est Turgot, parce que Turgot, c'est les Lumières, début du libéralisme, si je ne m'abuse. Voilà, c'est ça. C'est pas le début du libéralisme, c'est le triomphe, c'est le premier triomphe du libéralisme. Le premier triomphe.
Le premier triomphe. Alors, il y a eu ça a été quand Turgot est arrivé au pouvoir, le roi était endetté à non plus pouvoir. Bon, ça sera un autre sujet si vous voulez, parce que c'est le sujet de mon prochain livre. La dette du roi était quelque chose qui a été très savamment organisé. C'est un complot, la dette du roi. C'est les gens qui se sont mis ensemble en disant, on va lui faire acheter ci, on va lui faire acheter ça, on lui donne une maîtresse dépensière, et puis après on lui suggère ceci, cela. Et puis quand il peut plus rembourser, ben, on lui dit, Majesté, il reste une solution, et la solution, c'était le libéralisme. C'est-à-dire, enrichissez les marchands, vous enrichirez tout le monde et vous enrichirez le roi. C'est-à-dire que ce qu'ont proposé les libéraux, Turgot en tête, mais il n'était pas le seul, il y avait un certain Voltaire qui était quand même un ardent partisan de ce genre de système, c'est toute la protection de la population par l'autorité royale qui interdit la spéculation, qui interdit le prêt à intérêt, qui interdit qui interdit par exemple qu'on retire les subsistances des marchés pour les vendre en dehors des marchés. Ça, c'était une règle, mais qui date des Romains, hein, qui date des Romains. Il est interdit de vendre le blé ou le grain, enfin le grain, la farine ou le pain en dehors du marché, au vu et au su de tout le monde. Pourquoi? Pour que des gens ne viennent pas tout rafler pour le vendre plus cher. Donc, la protection de la population, c'est toute nourriture doit être vendue au marché le plus proche de la production. Eh bien, ça a été aboli par Turgot, qui a expliqué au roi, vous vous rendez pas compte, les marchands, ce sont eux qui ont raison, ce sont eux qui savent où il faut porter le grain, là où il manque, et ce sont eux qui feront le plus d'économies. Laissez tomber la police du grain, elle ne fait que vous coûter trop cher, laissez faire le libéralisme, les marchands vont s'enrichir, tout le monde va s'enrichir derrière les marchands, et le roi s'enrichira sur les impôts. Ça a été un soulèvement comme un seul homme dans le royaume. Le roi a été obligé de reculer. Le roi a été obligé de reculer. Oh, attendez, voilà, j'ai cru que j'avais un souci de. Voilà, c'est réglé. J'ai cru que j'avais un souci de batterie. Le roi a été obligé de reculer. L'augmentation de la dette, le roi c'était Louis XV, hein, puisque l'expérience de Turgot a mis le royaume sans dessus-dessous. Il y a eu des émeutes absolument partout. Le roi a été obligé de reculer parce qu'il n'était plus le père nourricier. Si le roi n'est plus le père nourricier, il n'est plus le roi. Bon, donc il a reculé, il a renvoyé Turgot. Deuxième tentative au début du règne de Louis XVI. Même chose, Louis XVI arrive au pouvoir, il a 20 ans, il y a une dette absolument affolante. Et on lui dit, Majesté, libéralisme, il recommence. Alors, c'était pas lui qui l'avait fait, hein, il était petit quand son grand-père l'avait fait. Alors, Donc, juste, il recommence. pour vous couper, alors, ce que disent à l'école, je vois chez mes enfants, c'est que cette dette qu'a hérité Louis XVI proviendrait justement de l'abus des guerres de Louis XV. Alors, est-ce Ben voyons, que c'est une vérité? voyons. Voyons, c'est toujours de la faute du roi, cherchez pas. Ben voyons, mais non, mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Bon, alors je dis pas que Louis XV a été un excellent gestionnaire des deniers publics, mais de toute façon, Louis XV, il a été absolument poussé à l'endettement par une bande de malandrins qui s'appelaient notamment les frères Paris, et qui étaient ceux qui ont mis la marquise de Pompadour dans son lit. Croyez bien que l'endettement du roi, il n'y a pas que les guerres, est loin s'en faut, et non, mais la dette dont tu as hérité, c'est tout un sujet à part entière, hein. C'est l'objet de mon prochain ouvrage. Malheureusement, j'arrive pas à commencer à l'écrire parce que j'ai fait tellement de recherches que j'ai pas. Tout ça, je suis en train de le mettre en forme. J'ai pas encore rédigé le premier paragraphe, mais rédiger pour moi c'est une promenade à partir du moment où la recherche est faite, et c'est le cas. Non, la dette à l'arrivée de Louis XVI, ce sont des politiques financières calamiteuses. Les riches ne veulent pas, les plus riches ne veulent pas payer, les bourgeois ne veulent pas payer. On veut que ce soit le peuple qui paye. Au bout d'un moment, comme on dit, trop d'impôts tue l'impôt, et on n'arrive plus à, je veux dire, on n'y arrive plus. Il y a eu des politiques calamiteuses, mais ça, je ne veux pas en parler maintenant parce qu'après, on ne va plus parler que de ça. D'accord. Et ce qu'on a dit à l'arrivée de Louis XVI, c'est ah non, qu'est-ce que je raconte? Turgot, c'était pas Louis XV. Turgot, 1763, la première expérience. Oh là là, j'ai dit une énormité. La première expérience, c'est pas Turgot. La première expérience, c'est Laverdy. Laverdy en 1763. Donc soulèvement général. Ensuite, deuxième expérience, c'est Louis XVI. Et là, c'est Turgot. Deuxième expérience, ça va être Turgot qui va mener à un soulèvement encore plus violent que la première fois. Ça va être appelé la guerre des farines.
Oui, oui. Donc c'est la deuxième expérience. Mais celle-là, avec les Lumières arrivées au pouvoir, Voltaire qui s'évanouit de bonheur à apprendre qu'enfin l'intelligence et la probité sont arrivées au pouvoir, c'est quand même un peu violent. Et là, le roi Louis XVI recule. Et la troisième expérience libérale, c'est l'expérience qui sera sans retour. C'est celle que le roi Louis XVI, au début de la Révolution, sera contraint de faire adopter et que, comme on va lui couper la tête, il pourra partir. Voilà. En gros, c'est les trois grandes phases de l'expérience libérale. Donc, dans mon livre, je parle de l'expérience Turgot. Alors, je ne sais pas si je me suis, comme c'est quand même 15 petits chapitres, je ne sais pas si je me souviens pas si je me suis penché sur la première expérience 1763 de Laverdy. Donc, mais Turgot, c'est bien la deuxième expérience libérale. Mais c'est l'expérience en grand. Là, c'est l'expérience théorisée, c'est pas on va essayer pour voir, c'est ça y est, le roi signe le décret en disant à partir de maintenant, c'est comme ça. Et le roi Louis XVI a été bouleversé par les émeutes de la faim qui se sont déroulées sous ses fenêtres et il avait tellement promis à Turgot qu'il le soutiendrait dans son projet qu'il savait pas comment, c'était un garçon de 20 ans qui voulait bien faire et qui était complètement acculé et qui ne savait pas comment s'en sortir. C'était rien moins qu'un Benet, Louis XVI, c'était vraiment un personnage. C'était un personnage magnifique et il avait tout à fait l'excuse de la jeunesse et de un roi l'entourage. éclairé à travers notamment les écrits de Fénelon, là, les aventures. Mais tout à fait. Ah, mais attendez, c'était un roi. Alors, moi, je recommande, je voudrais dire, hein, si vous voulez connaître le roi Louis XVI, penchez-vous sur l'œuvre gigantesque, phénoménale et bouleversante de Pierrette et Paul Giraud de Coursac. Vous voulez connaître Louis XVI, vous voulez connaître la Révolution, penchez-vous sur ces ouvrages. Alors, je ne vous ferai pas croire que j'ai tout lu parce que c'est pas vrai. J'ai lu essentiellement Enquête sur le procès du roi Louis XVI que je vous recommande. Il y a, quand on lit un livre comme ça, un avant et un après. Il y a la vision de l'histoire que vous avez, de la Révolution que vous avez avant, et quand vous lisez ça, vous ne voyez plus le monde pareil. Je vous garantis. Et la personne qui m'a recommandé ce livre me l'a donné un jour. J'étais chez des amis, on dînait dans ma campagne là. Quelqu'un me dit que je ne connaissais pas. Ah Marion, toi qui es historienne, est-ce que tu as lu ça? Et il me sort le bouquin de sa bibliothèque. Il me dit regarde ça. Il me dit ma vie a changé, ma vision du monde a changé avec ça. J'ai pris le bouquin et là après je l'ai acheté, je l'ai rendu, je l'ai acheté et tout. Et puis C'est Jean de Viguerie absolument bouleversant. Pardon? Jean de Viguerie aussi a beaucoup contribué à cela. Il a fait une magnifique biographie de Louis XVI qui est excellente. Je ne sais pas si vous l'aviez lu. Alors celle-là, non. Alors j'en ai lu une que j'ai trouvée pas mal, c'est celle de Jean-Christian Petit-Fils aussi, qui est pas mal aussi, hein, que j'aime bien. Alors c'est plutôt de la compilation que de la recherche. Alors, Pierrette et Giraud de Coursac, c'est un travail qui est fait sur archives, alors que le travail de Jean-Christian Petit-Fils c'est un travail sur livre. Mais c'est pas déshonorant de travailler sur livre. C'est juste pas exactement le même, hein, c'est pas exactement le même travail, la même recherche. Donc lire alors différents ouvrages sur la vie de Louis XVI, oui certainement, mais l'ouvrage qu'il faut impérativement lire, avoir lu pour comprendre ce qu'a été la Révolution, pour comprendre l'arnaque qu'a été la République, c'est le livre de Paul et Pierrette Giraud de Coursac, Enquête sur le procès du roi Louis XVI. Quand vous aurez lu ça, vous ne verrez plus votre histoire, votre pays de la même manière. Celui-ci, je l'ai présenté justement dans la dernière vidéo là, sur le bilan annuel 2020 des lectures. Donc, je les présenterai. Je le remettrai dans les liens parce que oui, je pense que c'est, comme vous dites, c'est important et c'est primordial. Faut bien être concentré quand même. C'est gros, c'est un pavé. C'est un pavé, oui. Ouais. Mais c'est passionnant. Vraiment, c'est bien écrit. Je trouve que ça reste limpide. Et alors, moi, ce qui s'est passé, c'est que c'est après avoir terminé ce livre que j'ai été invitée à la première manifestation de royalistes sur Paris. C'est là que j'y suis allée tout naturellement. C'est marrant, hein? Oui, Et alors on m'a dit, Marion, qu'est-ce que vous faites là? Ben, j'ai dit, écoutez, je viens de lire Giraud de Coursac, je peux pas faire autrement. Je peux plus faire autrement, quoi. Et c'est du travail, c'est de l'histoire pure, c'est de la recherche pure. C'est magnifique. Extraordinaire, magnifique et très bien écrit. Alors voilà. Donc je ne parle pas de Giraud de Coursac. Alors le deuxième livre, La chasse aux sorcières et l'Inquisition. Alors ça c'est un régal. Donc il y a un lien aussi parce que c'est vrai que le premier, on va dire, c'est une sorte, enfin j'ai trouvé une sorte de préambule aux autres qui vont suivre. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. C'est 15 chapitres de la Révolution, voilà, de la centralisation monarchique à la Révolution bourgeoise. Et ensuite, ça c'est un des chapitres que j'ai transformé en livre. Alors je m'étais intéressée pendant que je faisais mes recherches
je vais revenir sur mes études. J'ai fait pendant mes études d'histoire des recherches sur les enlèvements d'enfants à Paris au XVIIIe siècle. Et au cours de mes recherches, j'ai vu que il avait été mentionné qu'au XVIIe siècle, il y avait déjà eu des enlèvements d'enfants. Alors, je suis allée aux archives, je suis allée à la bibliothèque, je suis allée regarder les manuscrits et tout, et je suis tombée sur des enlèvements d'enfants qui avaient lieu au moment de l'affaire des poisons. Et puis de l'affaire des poisons, j'en suis arrivée aux sorcières, etc. Puis un jour, j'ai dit bon ben, je vais faire une recherche là-dessus. Je vais faire une recherche là-dessus. Alors l'idée, c'était de faire un petit fascicule, mais j'avais matière quand même à faire un petit fascicule. J'ai lu quelques auteurs absolument passionnants, que sont Arlette Le Bigre. Oh, attendez, vous l'avez regardez mes références parce que quand je suis quand je suis en ligne, j'arrive jamais à retrouver le nom de mes C'est pas un auteurs. souci. Je les mettrai au pire en description. S'il vous plaît, voilà. Et pour découvrir, alors de nouveau, hein, je tombais des nues, que c'est pas l'Inquisition qui avait brûlé des sorcières, que c'était pas que des sorcières qui avaient également des sorciers, que c'était pas 1 million, que c'était vraisemblablement plus proche d'une dizaine de milliers pour la France et puis peut-être de 100 000 ou un peu plus sur toute l'Europe, ce qui est déjà bien suffisamment atroce. Enfin, je veux dire, c'est pas la peine de multiplier les chiffres par 20 ou 30 pour avoir l'air crédible. Je veux dire, 1 million, ça veut rien dire. Il n'y a aucune raison de retenir des chiffres aussi mirobolants que ça. Tuer 10 000 femmes sur des bûchers ou tuer 10 000 personnes sur des bûchers à l'échelle de l'Europe de l'Ouest, c'est déjà bien suffisamment immonde comme ça pour pas en rajouter. Et surtout, ce que j'ai découvert en faisant ces recherches, et ça m'a absolument passionné, j'ai découvert un auteur britannique qui s'appelle Norman Cohn, dont j'avais entendu parler parce qu'il s'était positionné par rapport à la Shoah, etc., etc. Enfin bon, pour moi, c'était un auteur qui s'intéressait à la Seconde Guerre mondiale, donc je m'y intéressais pas plus que ça, jusqu'à ce que je sois alerté, je sais plus comment, par le fait qu'il avait écrit un livre précisément sur les crimes de l'Inquisition, et j'ai lu un article sur Wikipédia absolument renversant où il disait les crimes de l'Inquisition, c'est le canular historique le mieux réussi de l'histoire. Qu'est-ce que ça? Alors, il explique toutes les sources sur les crimes de l'Inquisition. C'est un monsieur qui s'appelait Étienne Léon de la Motte-Langon, qui a travaillé à partir des archives de Toulouse. Il ment, il invente, il ment. Et Norman Cohn, qui est cet historien britannique, alors Cohn c'est Cohen, hein, il n'y a pas des kilomètres, il prend une défense il a pris objectivement une défense de l'Église, j'en revenais pas. J'en revenais pas. En fait, il défend pas l'Église, il défend la vérité. Donc, partout où on a accusé l'Église, et attendez, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Je me mais c'est ça l'histoire. C'est ça faire l'histoire. C'est pas chercher si le patronyme de l'historien il est trop juif ou trop aristocrate ou pas. C'est il fait le boulot ou pas. Et Norman Cohn, qui est décédé maintenant, et je le regrette parce que j'aurais vraiment avait volontiers fait une petite visite, je suis absolument admiratif du travail qu'il a fait. Il est allé dans les archives de Toulouse démonter totalement tous les fantasmes sadiques d'un gras de papier frustré qui a inventé tous les crimes de l'Inquisition pour vendre du papier à des amateurs d'atrocités et d'atrocités, si possible, commises contre les femmes. D'où l'idée que c'est surtout des sorcières, alors que je vous garantis maintenant, je peux vous dire absolument avec certitude qu'il y a eu deux sorciers brûlés pour une sorcière. Donc, tout le mythe sur la femme, tout ça, c'est faux. Est-ce que Donc, ça ne veut pas aussi servir une certaine gauche, justement? mais la gauche, mais moi j'ai été à gauche, mais pourquoi j'étais à gauche? Parce que je croyais ce qu'on me disait. Je suis pas resté à gauche quand j'ai compris que tout ça c'était fondé sur des mensonges. Je serais volontiers resté à gauche si ce que disait la gauche c'était vrai. Mais comme c'est pas vrai, c'est comme ça que j'ai quitté. Je suis pas passé à droite. Hein. Moi, j'ai pas quitté la peste pour le choléra. Hein. Moi, je me situe au-dessus de ça. Enfin, pas au-dessus, en dehors en tout cas. Je me situe plus par rapport à la gauche ou à la droite. Mais c'est vrai que tout le discours de gauche que j'ai cru et que j'ai défendu pendant tellement de temps, c'est parce que je croyais que c'était la vérité. Or, ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Et Norman Cohn est cet historien britannique magnifique qui a totalement démonté, mais c'est incontestable. Et à la suite de Norman Cohn, il y a plusieurs autres historiens qui ont fait des recherches parallèles et qui arrivent aux mêmes conclusions. L'Inquisition, c'est pas ce qu'on a dit, la chasse aux sorcières, c'est pas ce qu'on a dit. Alors c'était quoi? Eh bien, c'était dans une situation. Alors, il y a un philosophe que je n'ai pas lu, que je n'ai pas lu entièrement. J'ai lu un ouvrage, un ou deux, pas plus. C'est René Girard à propos du bouc émissaire. René Girard, qui est un philosophe, c'est pas un historien, c'est un philosophe, qui a expliqué le mécanisme qui fait que une communauté en proie à l'angoisse et à l'incertitude va calmer son angoisse et son incertitude en sacrifiant un innocent. Bon, alors il y a un grand exemple, c'est Jésus-Christ, mais il y en a d'autres. Et la chasse aux sorcières peut être
ce qu'on appelle la chasse aux sorcières, c'est-à-dire les bûchers de sorcières, correspondent à une période de grande incertitude qui suit les guerres de religion, où on est plus sûr, on est sûr de l'existence de Dieu, mais on n'est pas complètement sûr que le diable soit pas de temps en temps le plus fort. Donc la foi a été ébranlée, le dogme a été ébranlé. Les malheurs du temps font que on voudrait pouvoir remercier le bon Dieu, mais on est surtout là à le supplier de nous libérer des maladies, des accidents climatiques. Enfin, c'est des périodes noires, sombres, où les gens ne croient plus à rien. Et là, de village en village, de bourg en bourg, on attrape des sorcières, on les cherche pas, on attrape des sorcières en disant c'est à cause d'elles. Et les tribunaux qui se sont prêtés à l'éradication de ces sorcières pour calmer des folies collectives ce sont des tribunaux laïques. Jamais l'Église n'est intervenue. Elle n'avait pas à intervenir. Et elle n'est pas intervenue, sauf quand elle a essayé d'en sauver, de sauver des gens du bûcher, ce qu'elle n'a pas forcément réussi à faire. Notamment, l'Église n'a pas réussi à sauver 2 prêtres qui ont été accusés de sorcellerie et qui ont bel et bien été brûlés, quels que soient les pieds et les mains qu'aient pu faire les autorités ecclésiastiques locales ou même plus haut. Hein, voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est découverte d'une réalité que je ne soupçonnais pas. Ouais, les bûchers de sorcières, les tortures de l'Inquisition. Alors, au Moyen-Âge, l'Inquisition a brûlé 1 million de sorcières. C'était pas au Moyen-Âge, c'était pas l'Inquisition, c'était pas 1 million, c'était pas que des sorcières. Voilà. Ça, je me suis bien amusé à faire ce petit bouquin. Mais jusqu'à présent, je suis pas contesté dans ce que j'ai raconté. Hein. Alors, je me fais beaucoup insulter, mais jamais contredire. Mais la vérité est rétablie. On a un troisième. Mais alors voilà, pour ce livre-là, bon, mis à part les archives que je suis allée voir de Nicolas de Larainie, hein, je suis allée vraiment regarder ses écrits à la Bibliothèque nationale, c'est un ouvrage de compilation. C'est-à-dire c'est le travail d'autres historiens que je compile. Voilà. Mais c'est un exercice qui est très intéressant aussi, hein, le travail de compilation historique. Et on avait le dernier qui n'est pas rien et dont on s'était rencontrés la première fois. Alors, oui, je vous ai fait une dédicace. Vive Dieu, la France et le roi. Mais en général, je le chante, ça. C'était quand, Vive ça? Dieu, la France et le roi. Ben, c'était en 19. C'était il y a. Rungis. Rungis, oui. Acte la fête 11. du pays réel. Acte La 11. fête du pays réel. Ça a été cet ouvrage sur le tournant de la Régence, pour moi, ça a été un régal. Ça a été un régal. C'est une grosse recherche, mais pour lequel je me suis régalée. J'ai tellement aimé cette recherche, j'ai tellement aimé ce livre. J'y raconte des choses. Pardon? C'est passionnant, c'est le premier que j'ai lu de vos ouvrages, je le trouve passionnant. Qu'est-ce que j'ai pu aimer travailler sur ce sujet. Alors, il y a la peste de Marseille, qui est quand même un gros sujet. Vous savez que j'ai pleuré en écrivant la peste de Marseille. Un jour, j'ai voulu lire ce chapitre à haute voix, je me suis étranglée à certains passages. C'était l'abbé Belzins, c'est ça qui... Le monseigneur l'évêque monseigneur de Belzins, mais tous ces héros extraordinaires, ces échevins de Marseille qui ne dormaient plus la nuit, qui couraient toute la journée après des convois dont les cadavres en putréfaction s'échappaient, et puis il fallait les rattraper, il fallait remettre ça dedans. Enfin, il fallait donner en aidant toujours son prochain, il a été, justement, n'a pas été touché par la peste, si je ne m'abuse. C'est quand même un signe, c'est pas rien. Oui. Vous avez les héros absolus de la peste de Marseille. Bon, alors il y a ceux qui sont morts, on n'en parle pas, notamment tout l'entourage du monseigneur de Belzins est mort de la peste. Tous les prêtres qui étaient autour de monseigneur de Belzins sont tous morts au champ d'honneur de la charité. Au champ d'honneur de la charité. Il y a ceux qui ont survécu sont ceux qui sont cachés, qui sont sortis de chez eux, et parce que contre la peste, il y a une seule solution, c'est on ferme les portes et on sort plus. Bah oui, il faut quand même bien manger. Donc ceux qui peuvent faire ça, c'est ceux qui ont une maison suffisamment éloignée et qu'ils ont réussi à joindre avant, où ils ont suffisamment de nourriture à l'intérieur, où ils vont pouvoir passer 4 à 6 mois quand même sans mettre le nez dehors. C'est pas donné à tout le monde. Donc tous les gens qui sont sortis dans l'entourage de monseigneur de Belzins pour venir au secours des pestiférés sont tous morts, tous, sauf lui. Sauf lui, ouais. Ça m'avait bouleversé. J'étais parti à Marseille juste après même la lecture, pas pour cela, mais j'avais photographié la statue, vous savez, qui est Vous y êtes allé, elle est belle, hein, la statue belle, hein. où il est. Oh, c'est magnifique.
Aller Oh, sur si vous allez à Marseille, si vous allez à par le Marseille, Vieux-Port. allez devant la cathédrale et recueillez-vous devant la magnifique statue de Monseigneur de Belzunce qui regarde en direction de la ville. Et c'était bien à l'endroit où est la cathédrale, c'était là, il y a cette grande esplanade au bout de laquelle le Chevalier Rose, qui était également un héros absolu de la peste de Marseille, a sauvé le quartier en le débarrassant de 2000 cadavres en putréfaction, 2000 cadavres en putréfaction qui étaient en train de faire mourir tout le monde. Et il les en a débarrassés parce que personne ne voulait y aller. Et si c'était impossible, c'était pour lui. C'est extraordinaire, extraordinaire. Donc il y a le grand héros de Monseigneur de Belzunce. Vous avez le grand héros Chevalier Rose. C'est le Chevalier Rose, c'est ce chevalier, cet aristocrate, on dira aristocrate plus loin, ce noble. Il a 48, 50 ans à peu près. Enfin, c'est comme ça dans mon souvenir que je le situe. Il est veuf, il est seul. Il dit bon ben voilà, j'ai de l'argent, mes seigneurs, que puis-je faire pour vous? Il dit alors monter un hôpital, débarrasser le vieux port de monceaux de cadavres qui flottent et qui empestent, tout. À un moment donné, on dit il y a 3000 enfants qui vont mourir, 3000 nourrissons qui vont mourir. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, leurs mères sont mortes en couche. Vous avez 3000 nourrissons dont la maman pestiférée vient de mourir et eux, ils sont vivants. Qu'est-ce qu'on en fait? Ah bah attendez, bougez pas. Il prend le cheval, il va dans la campagne, il ramène un troupeau de chèvres. Et puis voilà. Et cette cochonnerie de Michelet, Jules Michelet, dit un grand crime, ceci, on laissa mourir 3000. Attendez. Oh le menteur, oh le fou, Oui, le Michelet, fou. vous le tartinez bien. Je m'en amuse parce que je suis d'accord avec vous, je vous rejoins là-dessus, hein. On en a fait l'un Michelet, c'est un dingue. Michelet, des c'est un maîtres dingue. de l'histoire de la République, hein, on va dire Ouais, ça. ouais. Mais vous savez, alors j'ai souvent raconté une anecdote, mais je vais la re-raconter parce que tout le monde n'a pas entendu pour la première fois. Je me suis fait claquer le téléphone au nez un jour à la bibliothèque, non, aux archives, parce que j'étais en train de faire une recherche et de temps en temps j'appelais pour avoir un renseignement et j'ai demandé pourquoi est-ce que je trouvais une archive qui disait un truc et Michelet qui disait autre chose. Et on m'a claqué le téléphone au nez. Et alors j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Mais on dérange pas un archiviste pour savoir si Michelet est un En parlant de con, c'est l'explication qui m'a été donnée par la suite, quoi. en parlant Mais de, moi, je débarquais, je dis quoi, mais enfin, c'est Michelet quand même. Bah oui, Madame Michelet, c'est pas un historien, on c'est va un faire un lien, malade. on parle justement de con. Alors malheureusement, il n'était pas con. Malheureusement, il n'était pas con. Oui, Il était enfin, diaboliquement intelligent. Il était diaboliquement intelligent. Il était au service du mal, hein, quand même. au service du mal, voilà, c'est ça. Non, il était certainement psychopathe. Je pense que moi, je ne suis pas psychiatre, mais il faudrait que je demande à une amie qui s'y connaît comment elle qualifierait cet odieux personnage. Mais il était certainement pas un imbécile. Il était diaboliquement intelligent. Mais il a une caractéristique qu'il faut absolument retenir quand on fait de l'histoire, c'est que rien de ce qu'il dit est vrai. Rien de ce qu'il dit n'est vrai. Il ment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est facile à comprendre, c'est que si c'est vrai, on va pas le déranger pour le redire, puisque c'est vrai, il n'y a pas besoin de lui. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a quelque chose à commenter, c'est pour que Voltaire vienne apporter sa patte mensongère, mensongère. Et alors d'une misanthropie. Alors. Et hypocrite, c'est le cagot, mon amour pour l'humanité, alors qu'il a passé son temps à haïr son prochain, à vouer les gens qui ne l'adulaient pas à l'opprobre, à la mort et tout. Il a été tellement odieux avec le savant Maupertuis qu'il a continué de le calomnier au-delà du tombeau. Et son bon ami Frédéric Roy de Prusse lui a dit, mais même après la mort, vous continuez de le harceler. Euh, Même après la mort, vous rendez-vous compte, bah quoi, après ce qu'il m'a fait. Maupertuis n'avait rien fait à Voltaire, si ce n'est de l'ombre. Maupertuis de la était un jalousie savant pure. plein de qualités humaines, donc Voltaire Oui, le haïssait, c'est voilà. tout. Et oui, il Non, non, avait, Voltaire, c'est le personnage le plus odieux de son siècle. alors pourquoi il est adulé, on va dire, dans la République? Aujourd'hui, Voltaire, il est quasiment intouchable, hein. Ah bah attendez, moi je me suis Dieu, pas il est gêné. Ah, mais divinité, on peut dire. j'ai fait des adeptes hein, quand même. Hein. Moi j'ai reçu plein quantité de messages de gens qui m'ont dit oh, bah dites donc merci. Non non, Voltaire, Voltaire, les mensonges de Voltaire sont devenus la vérité de la République, c'est tout. Hein. C'est tout simple. Voltaire, il est le héros de HERET, hein, de la République, des idées de la République. C'est-à-dire, la religion, c'est de la superstition, l'Église catholique, c'est l'intolérance, les Lumières, c'est enfin la liberté et l'intelligence qui va. Alors que tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Il ment, il ment, il ment, il ment, il ment. Moi, j'ai jamais aimé Voltaire, honnêtement. Même quand j'étais au lycée, j'aimais pas pourquoi. Parce que moi, quand j'étais toute jeune, j'étais bonne catholique. Hein, c'était avant mai 68, ça a tourné après, puis ça a retourné ensuite. Mais moi, j'étais bonne catholique, et quand j'entendais
en cours d'histoire que Voltaire voulait de la religion parce que la religion, ça tient les gens, je trouvais ça de la dernière hypocrisie et c'était pas comme ça que j'entendais la religion. Pour moi, la religion n'était pas pour tenir les gens. La religion, elle était parce que pour le bien commun, et bien commun, c'est pas la même chose que de faire les petits. C'est Voltaire disait qu'il faut de la religion, comme ça les paysans ne voleront pas mon bien, ne voleront pas mes pommes et mon blé. Voilà. Donc je trouvais ça extrêmement méprisant et c'était tout à fait contraire à mon acception de ce que c'est que le bien commun, de ce que doit être une société bien policée. Et voilà, donc j'ai jamais aimé Voltaire. Mais quand je l'ai découvert, alors j'ai jamais aimé Voltaire, mais j'ai cru par exemple qu'il avait réhabilité l'innocent Calas. Quand j'étais petite, j'ai vu en noir et blanc à la télévision un téléfilm qui commençait par des hurlements dans une rue sombre à Toulouse. Ah mon Dieu, on l'a tué, on l'a tué, on l'a tué. Et puis on voit arriver des gens qui disent ah il y a un jeune homme qui est mort, on fait venir des magistrats. Les magistrats disent qu'est-ce qui se passe ici bon, on revient demain. Comment ça, dites-vous, ce sont des protestants. Alors on arrête tout le monde. Vous vous rendez compte la télévision vous montre qu'un magistrat arrive pour un crime supposé au milieu de la nuit, il voit pas de crime, il voit juste quelqu'un qui éventuellement, et quand on lui dit c'est des protestants, il arrête tout le monde, et tout le téléfilm est à l'avenant. Les magistrats sont des menteurs, ce sont des teigneux, ce sont des hypocrites, ce sont des imbéciles, le malheureux Calas, il est innocent comme l'enfant qui vient de naître, le garçon, et s'il est mort, c'est qu'il s'est suicidé, enfin, toute la version de Voltaire a été reprise par la télévision, et moi je devais avoir 14-15 ans quand j'ai vu ça. Je me souviens, on arrivait en classe le lendemain, et on en parlait à l'école. On en parlait à l'école. Il y avait de très bonnes émissions enfin de très bonnes, pas si bonnes que ça, mais disons des émissions sur des sujets de qualité, et on pouvait en discuter le lendemain. Et là, Voltaire, vous vous rendez compte, par la seule force de sa plume, il a fait réhabiliter Calas. Il n'a pas pu le sauver parce qu'il est arrivé trop tard, mais le malheureux Calas est mort, mais l'innocent bafoué, les protestants martyrs, etc., etc. Bon, protestants martyrs, catholiques méchants, Calas innocent. Moi, j'ai mangé ça mais attendez, jusqu'à ce que je mette le nez dans le dossier Calas, je l'ai cru. Même n'aimant pas. Au début de ma recherche pour faire mon livre sur Voltaire, j'ai encore cru que Calas était la victime innocente du fanatisme catholique. Mais vous savez ce que j'ai fait? Je suis allé à Toulouse, puis j'ai ouvert le dossier, j'ai vu ce qu'il y avait dedans. Directement. Mais il ment. Savez-vous pourquoi Jean Calas a été exécuté? Parce qu'il avait tué son fils, tout simplement. Mais tout ce que raconte Voltaire, c'est des mensonges, des mensonges, des mensonges, des mensonges, des mensonges. Et je vous assure que quand on regarde, alors les jeunes maintenant, ils savent pas qui c'est Calas. Ils ont pas eu les mêmes téléfilms que moi. Mais enfin, à l'affaire Charliot, on leur a tous fait lire le traité de la tolérance qui a été écrit à l'occasion de l'affaire Calas. Eh ben, la première phrase du traité de la tolérance, il y a déjà 3 mensonges. Et si on n'a pas mis le nez dedans, on peut pas le savoir. En plus, judicieusement, l'éducation nationale fait étudier Voltaire, non pas en cours d'histoire, mais en cours de littérature. Alors, en cours de littérature, on n'est pas censé contextualiser la situation historique. Donc, on peut dire que Voltaire dit des choses grandioses, on n'a pas les moyens, on n'a pas les outils pour savoir qui ment. Pour savoir que Voltaire ment, il faut faire de l'histoire et savoir ce qui se passe véritablement à ce moment-là, pour pouvoir comparer avec ce qu'en dit Voltaire. Et c'est très astucieux comme façon de faire passer Voltaire. Il passe en cours de littérature. Oui, c'est Candide en ce moment. Un de mes enfants l'ont fait étudier une partie justement de Candide. Monstrueux, c'est monstrueux Candide. Je n'ai pas du tout apprécié. Je trouve la moralité assez faiblarde à la fin. Et même... Non, mais non seulement ça, mais c'est écrit avec les pieds, Candide. On est d'accord, ce que j'allais vous dire. Alors, je me demande... Très mal écrit. Il y a un auteur que j'adore, c'était Albert Simonin. Albert Simonin, bon, c'est quelqu'un qui a vécu un peu dans la rue, qui avait fait un peu de tôle, mais qui était l'auteur de Touchez pas au Grisby. Ouais. Qui est très bien exprimé, qui a très bien écrit, mélangé un langage soutenu avec l'argot. Mais on lui posait la question, pour lui, c'était Voltaire. Il disait Voltaire. Alors Voltaire, sa plume, Voltaire, j'ai jamais compris. Parce que Voltaire, par exemple, Zadig de Voltaire, je vous mens pas, un jour je le lisais, je l'ai balancé comme ça. Parce que je trouvais ça ronronnant, prétentieux, avec sa moralité, surpasser les religions, un peu comme Nietzsche l'a fait ensuite avec Ainsi parlait Zarathustra. Voyons, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, mais ça dit rien. Ça dit rien. Écoutez, vous savez, j'ai fait l'expérience un jour, c'est rigolo. J'ai fait un très très bref passage à l'éducation nationale pour un remplacement d'1 mois. Je venais de décrocher ma maîtrise et il y avait vraiment une situation d'urgence dans un petit collège du Morvan, du fin fond du Morvan. On m'a demandé si je voulais aller faire au pied levé un remplacement d'1 mois, alors j'y suis allé. Et comme j'avais pas de cours préparés, il a fallu que je fasse avec. Et dans leur livre, on parlait à un moment donné de Voltaire. Et on parlait de
Alors, bon, je me souviens plus exactement comment j'avais introduit ça, mais j'ai fait lire à mes élèves, ça devait être une classe de quatrième, je crois, Mhm. le passage du nègre du Suriname. Et je n'ai pas fait de commentaire, moi. Je faisais lire aux gosses ce qui avait marqué, je les faisais commenter. Je dis, qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il dit là? Et à un moment donné, il y a une petite qui me dit, mais madame, c'est dégueulasse! Mais c'est affreux! Je dis oui, pourquoi? Mais enfin, il est en train de dire que c'est la maman qui a vendu l'esclave. Ben, j'ai dit oui, c'est ça. C'est-à-dire que le nègre du Suriname, on vous explique que le petit enfant, il est nègre parce que sa maman l'a vendu. Sa maman l'a vendu. Il n'a pas été raflé par le village voisin. Sa maman, sa propre maman l'a vendu. Et elle lui dit, mais remercie nos maîtres blancs. C'est-à-dire que la maman l'a vendu avec soumission. Non, mais attendez. Et mais c'est ignoble. Ah, dans Et la Candide, gosse, il y elle en a était des belles hein, révoltée. aussi. Moi j'ai rien dit. Hein. J'ai juste fait étudier. Dans Candide, il y en a des belles hein, avec, au sujet des Noirs. Hein, avec Alors, un quart et des de Indiens, singe, et je des crois. Indiens, et les Indiennes qui couchent avec les singes. Vous vous en souvenez de Un quart de celle-là? singe, je crois. Ils sont un quart de singe. C'est comme ça Non, qu'ils. mais c'est Non, non, c'est hallucinant. C'est hallucinant. hallucinant. Alors, C'est on est avec hallucinant. l'antiracisme positif journalièrement, Oui, on est martelé absolument. par ça, et on vous vend Voltaire. Pourquoi? Mais Elle est- non, mais parce que les gens ne l'ont pas lu. Parce que les gens ne l'ont C'est pas ça. lu. Les gens l'ont pas lu. C'est Les gens incroyable. ne l'ont pas lu. Vous savez, les plus gros canulars littéraires ou les plus gros canulars qui circulent par le biais des médias circulent par le fait que les gens ne lisent pas. Bon, en deux mots, le plus gros canular scientifique, c'est l'affaire Kinsey. Kinsey, c'est un autre sujet, mais Kinsey, c'est le papa de la révolution sexuelle. La révolution sexuelle, c'est les enfants sont sexuels dès la naissance, coucher avec tout le monde dans tous les sens et par tous les trous, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est scientifique. Bon, personne ne l'a lu. Il a vendu ses bouquins en millions d'exemplaires. Puis un jour, il y a une personne, Judith Reisman, elle a lu. Elle a dit, mais vous avez vu ça? Elle a dit, vous avez vu ce qui a marqué là? Oh, personne l'avait lu. Personne l'avait lu. Alors qu'on a fait une révolution mondiale à partir de ces bouquins. Il Voltaire, établissait c'est ses pareil. Les expériences gens ne avec l'ont des pas lu. prisonniers, c'était Pardon? ça. Il établissait ses expériences avec des prisonniers, je crois. Non, voilà, il parlait de l'homosexualité masculine en parlant de prisonniers et il parlait de la fidélité féminine en interviewant des prostituées. Non, mais c'est le truc complètement fou. Non, mais c'est fou. Je veux dire, c'est une escroquerie gigantesque. Et Judith Reisman, que je connais, m'a expliqué. Elle me dit, mais j'ai juste lu attentivement. Elle me dit, regarde, qu'est-ce que tu vois là? Mais c'est fou, mais c'est ça qui a marqué. Donc, ces énormes canulars historiques et idéologiques, si vous voulez, dont on se sert pour changer la moralité publique, pour manipuler les gens. En fait, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. C'est de faire circuler des idées qu'on va vous faire passer pour de la vérité à votre corps défendant. Ça fonctionne parce que on fait passer pour admis par tout le monde des choses que personne ne connaît, que personne n'a lues. Je vous assure, le fameux tableau sur la sexualité des enfants, Judith, chaque fois qu'elle a l'occasion, elle le montre et les gens disent, et elle dit aux gens, qu'est-ce que vous voyez là? Mais c'est horrible. Ben oui, mais d'accord, mais tout est fondé là-dessus. Tout est fondé là-dessus. Voltaire, c'est pareil. Voltaire, c'est pareil. Est-ce que vous avez lu ce truc extraordinaire de Voltaire? Par exemple, le nègre du Suriname, par exemple, quand j'ai dit, mais il y a quoi de bien là-dedans? Mais ça montre bien, dit, ça montre pas bien, c'est ses fantasmes. C'est ses fantasmes. Oui, alors, ça montre bien la tyrannie de l'Église. Non, ça montre ce que Voltaire veut vous faire croire qu'était la tyrannie de l'Église. Moi, partout où j'ai étudié, j'ai bien étudié le siècle de Voltaire. Parce que le siècle de Voltaire, c'est pas difficile. Il est mort, il est né sous Louis XIV et il est mort sous Louis XVI. Alors, il a bien connu le siècle. Hein. Il a bien connu le siècle. Tout ce qu'il raconte, je l'ai étudié par ailleurs. Il ment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas que sur Calas, surtout sur le chevalier de la barre, sur les querelles de sacrement, sur tout, il ment, il ment, il ment, il ment, et il est le héros. Pourquoi il est le héros? Parce que il a été le défenseur, le promoteur, le poisson pilote de l'idéologie qui a renversé la royauté et qui a instauré quoi? Le capitalisme. Voilà. Voilà le capitalisme. Quand j'entends des gens de gauche défendre Voltaire, je leur dis, écoutez, là, vous devriez arrêter 5 minutes, la boucler, retourner étudier, puis vous reviendrez après. Quoi. Vous reviendrez après. Se dire de gauche, anticapitaliste et pour la révolution de 89, là, je ne comprends pas. Enfin, si, je comprends. Ils n'ont pas lu. Ils n'ont pas lu. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des gens comme moi. Et c'est pour ça que ces gens-là ne m'aiment pas. Ça, alors là, mais je leur On vous comprends aime bien bien. en tout cas et on sera comme vos amis. Alors, la question que je disais en introduction, c'était, voilà, on est dans une période charnière, dans un changement de paradigme donc, de l'humanité. Et donc, ils appellent ça la grande réinitialisation. La réflexion qui est toujours la possibilité d'un retour d'un roi, notamment en France, hein, parce que c'est compliqué, puisque maintenant on est dépendant des
des oligarchies internationales et non françaises en particulier. D'après vous, bon, je connais d'avance votre réponse, mais comment serait-ce possible? Alors, moi, ce que je pense, c'est que, alors, je ne veux pas faire des prédictions sur ce que va être la grande réinitialisation, mais enfin, il y a des gens qui s'y opposent. Il y a des forces très, très organisées qui veulent absolument faire passer. Il y en a d'autres qui sont pas mal organisées non plus, qui vont s'y opposer. Et on s'apprête là à vivre un choc des titans. Hein, entre ce qu'on appelle l'État profond ou l'Église profonde, hein, parce qu'il y a eu de l'infiltration dramatique et diabolique également chez les ecclésiastiques. Donc, c'est un combat de titans entre les forces, moi je peux dire, j'ai pas peur de dire, entre les forces du mal et du bien. Attendez, permettez, voilà. Et cette guerre dont tout porte à penser qu'elle ne sera pas perdue pour le genre humain, hein, j'ai foi et confiance, elle se fera avec beaucoup, beaucoup de casse. Et la seule solution pour des gens comme nous, la seule solution est d'arrêter d'espérer quoi que ce soit d'en haut et de se réorganiser à la base. Et la royauté, elle est née comme ça. La royauté, c'est pas un roi qui est arrivé en disant vous allez faire comme ci, comme ça. Ce sont des communautés qui se sont interconnectées les unes aux autres, qui se sont organisées déjà en famille, en communauté pour bien vivre et pour se protéger des dangers, pour avoir une production la plus vivrière et la plus prospère possible. Et ils se sont interconnectés les uns les autres. Et le lien, ça a été le christianisme, puisque c'était ça à l'époque. Et le roi en est issu. C'est-à-dire qu'on commence par s'organiser à la base et ensuite le roi émerge. Le roi émerge. Le roi n'a pas été envoyé de Dieu, il a été consacré, il a été sacré, mais il a émergé d'une volonté qui s'est manifestée à la base, c'est-à-dire c'est l'organisation des paysans en communauté et des métiers en communauté de métiers. Et je pense que la solution pour les années qui viennent, pour les mois et les années qui viennent, c'est de se réorganiser à la base. Et partant de là, je ne peux pas vous dire d'où viendra le roi. Mais ce que je sais, c'est que si on en cherche un et qu'on le met là, ça ne marchera jamais. Non. Si on en cherche un, ça ne marchera jamais. On va partir dans les arguties, mais il faudrait que ci, que ça. On ne s'en sortira que si on refabrique du lien, du réseau et de la production à la base. Ça commence à l'échelle du peuple. Il ne faut pas attendre d'en Pardon? haut, vous dites. Il ne faut pas attendre d'en haut, mais ça commence par nous-mêmes. Si nous faisons changer justement notre État tel qu'il est actuellement, alors on aura un chef digne de ce nom. Exactement. Un chef émergera. Un chef émergera. Oui, Oui, très tout à fait. certainement. Je pense que ça se fera Un ainsi. chef émergera. Et il ne peut émerger que de gens qui se prennent en main. Vous savez, j'ai écouté avec passion hier une interview du docteur Fouché. C'est une merveille, Ah, magnifique. docteur Fouché. Alors, il dit pas la même chose que moi, mais ça se rejoint. Ça se rejoint. J'ai envie de dire, écoutez-le, faites comédie, et vous allez voir, quand on sera bien organisé, qu'on aura recommencé à produire local, à vendre au plus près, à acheter au plus près, et puis après à s'organiser pour essayer de vendre plus loin, et puis de rencontrer plus loin, et puis de se réunir les uns les autres pour se donner nos connaissances, pour s'échanger nos connaissances, etc. Mais à un moment donné, l'organisation va émerger de ça. Elle va émerger de ça. Mais Automatique. d'abord, il faut retourner à la terre. Alors là, appel au peuple. Les campagnes sont à réoccuper intelligemment, humainement, respectueusement. Si on remplit pas nos villages, on va nous les remplir avec qui il faut pas, d'accord? Mais Donc, surtout, retournez dans les villages, apprenez la culture comme faisaient nos pères. Vous savez ce qu'on vient de découvrir? Alors, c'est extraordinaire, j'en discutais avec quelqu'un que j'aime beaucoup hier. On vient de découvrir que le labourer la terre, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que quand on renverse la terre complètement, on met dessous et les micro-organismes ne se développent pas, etc. Il faut pas labourer. J'ai dit, attendez, il faut pas labourer. Nos aïeux labourent en même depuis temps, quelques le foncier. millénaires et on vient de découvrir qu'il faut pas labourer. Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est en fait la réalité? C'est qu'avec le mécanisme, on a fait des labours très profonds qui tuent la terre. Mais car on a des labours moins profonds. Pourquoi est-ce C'est- qu'on... En Vous fait, voyez, on ça peut fait maintenant faire partie, des labours comme ça. ça Bon, bah fait alors, on partie va du faire des labours comme ça, et logiciel, c'est pas bien. Bah, il y a qu'à... ça fait partie du logiciel gaucher, je pense, qui est que, vous savez, tout doit être victimisé, même la terre est victimisée en réalité. On en Ouais, arrive à ouais. là, c'est une réalité. Alors le problème, c'est que les gens qui veulent s'intéresser à la nature sont au centre de Paris, ils sont bien lotis, tout va bien, ils font pousser des oignons dans leur Ça jardin, sur m'intéresse. le balcon. Ce sont des bobos, et le terme bobo, c'est bourgeois bohème, c'est pas les Oui, oui, bobos tout à qu'on appelle. Et c'est le problème, ce sont ces gens-là, parce que on n'y arrivera pas. Donc le vrai élan de solidarité, il se fait déjà
sur nos terres à nous, c'est non pas d'aller acheter du café à droite, à gauche, qui vient de je ne sais où. Mais vous savez ce qu'on faisait avant? On faisait de la chicorée, on faisait pas du café aussi. Vous Exactement. savez ce que c'est la chicorée? C'est de la Oui, oui, racine d'endive oui, oui. torréfiée. J'en Mais ai. j'en achète de la chicorée. J'ai de la Attendez. chicorée moi-même. Bah oui, enfin, on prenait de la chicorée à la fin du repas. Alors, on aime mieux le café. Bon, parce qu'elle a acheté du café, mais ne dites pas qu'on n'a rien. On avait tout en France. Arrêtez, faut pas rigoler. Ah, on est gâté hein, au niveau de la terre. Non, attendez. Et c'est vrai que l'agriculture productiviste a détruit la terre, mais c'est pas l'agriculture qui a détruit la terre, c'est le productivisme. Les paysans, les vrais, ils savent très bien qu'il faut laisser reposer la terre, qu'il faut pas labourer trop profond. Écoutez, un jour, j'ai eu quelqu'un chez moi qui m'a dit, pour cultiver la terre, faut faire ci, faut faire ça. Je lui ai dit, tiens, regarde, tu vois, la pelouse, là, je te donne 1 mètre carré, fais-moi pousser quelque chose sans outils. Vas-y, allez, montre-moi. Alors, Je te le donne. Tu vois le mètre carré, là, je te le donne. Allez, fais ce que tu veux. Puis tu m'apportes tes prochains légumes dans 3-4 ans, quand tu auras arraché les herbes une à une, que tu auras gratté avec tes ongles. et puis c'est passionnant, il y a l'observation, au-delà de cela, c'est la méditation qu'il y a dans la nature. Personnellement, je fais mon potager, j'ai essayé un tas de choses, une année ça marche pas, je fais autre chose, j'abandonne ceci ou cela, et vous observez, puis vous êtes en sérénité. L'être humain a besoin d'être avec la nature. C'est pas possible. Depuis Pas le possible autrement. capitalisme l'a coupé, qu'il l'a enfermé dans ses cubes de béton, l'être humain est complètement aliéné. On le voit. Oui, puis alors il lit des trucs et puis il croit que écoutez, c'est rigolo parce que c'est vrai ce que vous dites. Un coup ça marche, un coup ça marche pas. Il y a des années où j'ai eu des pommes à plus savoir où les mettre, mais vraiment je marchais dedans et puis elles étaient bonnes, des Et elles pommes, étaient des poires véreuses et l'année tout. suivante. Et non, c'est pas ça. Et je mangeais une cerise alors que j'ai 5 cerisiers. Hein. Cette année, j'ai eu des cerises à ne plus savoir où les mettre. J'en ai mis dans des fûts. J'ai fait du vin de cerise. J'ai fait des clafoutis. Mais j'en pouvais plus. J'ai des amis qui sont venus me rendre visite. Je les cherchais dans la journée. Ils étaient sous les cerisiers. Ils mangeaient comme ça. J'ai jamais eu autant de cerises. J'ai pas mangé une pomme. J'en ai eu des quantités, mais elles sont tombées avant d'être mûres. Voilà. J'ai eu ce Un coup problème-là ça, aussi. un coup ça. Et c'est tout l'intérêt de faire de la polyculture, c'est que tout marche pas en même temps et qu'il Exactement. faut essayer plusieurs trucs. J'ai eu des années à tomates et des années sans tomates, des années avec des patates extraordinaires, avec des petites patates. Bon, ben voilà, c'est pour ça qu'il faut, d'abord, ça demande du boulot, ça demande de la connaissance, ça demande de la patience, puis de la modestie. La La terre, modestie, elle là. pousse à être modeste. Et oui. Alors, comme la Voilà, chaîne voilà. a la vocation justement d'amener les gens soit à se réconcilier avec la lecture ou soit les amener à lire, donc comme je le disais, vos livres sont émancipateurs, sont importants, c'est au-delà de l'histoire, il y a un côté pamphlétaire dans vos livres. Alors, bien sûr, vous devez avoir des influences, même littéraires. Quels sont pour vous, allez, on pourra dégager 3 romans qui vous ont marqué réellement durant votre vie. Comme ça, je vous prends à froid, on ne l'a pas Ah, vous préparé. me prenez un froid, j'aurais dû réfléchir quand même. J'aurais dû Un réfléchir. roman, Parce par que exemple, il y a vous les romans souhaiteriez qui m'ont qu'il termine influencé pas. et c'est dommage parce que ça n'a pas été dans le bon sens. Quand j'avais 14 ans, j'ai lu Exodus, je suis devenu complètement sioniste. Donc, ça a été vraiment un roman qui m'a influencé. Je peux pas dire que ça soit dans le mieux. Encore que si, parce que c'est grâce à ce roman-là que je suis allé en Israël. C'est parce que je suis allé en Israël que je suis allé voir côté palestinien et que j'ai réussi à faire la part des choses et à comprendre les deux Un parties. cheminement. C'est un cheminement. Donc finalement, ça m'a bien servi. Mais je serais restée à l'impression d'Exodus. Je ne serais pas devenue ce que je suis devenue. Donc c'est vrai que c'est un roman qui m'a quand même beaucoup frappé. J'ai beaucoup rêvé de ces collines, de machin, de Judée. Puis j'ai galopé dedans. Hein. Après, j'y suis allée. Je me Giono, voyais vous avez lu Giono? Non, j'ai pas lu Giono. Alors qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu Duhamel étant jeune. Ça m'avait beaucoup, beaucoup plu. Gaulliste, Duhamel. Duhamel gaulliste. Hein. Ouais. Non, non, mais enfin, j'avais lu toute sa série de romans là sur les. Comment s'appelaient ces romans? Ah, j'avais adoré en son temps J'en ai les quelques-uns derrière, là, par ici, juste derrière euh, l'épaule. attendez, le roman de la guerre de 14, les Thibauts. Oh là 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 là, Ah, les Thibauts, ça j'en parle oh les souvent. Roger Thibauts. Martin Dugard. Roger Martin Dugard. Oh, C'est ce que 11 j'ai aimé volumes. ça étant jeune. Splendide. Mais alors, j'ai un souci à Une partir de saga. mon âge adulte installé, adulte avancé, c'est que je ne lis plus que de l'histoire. Je ne lis plus que de l'histoire.
Voilà. Donc, ça doit faire bientôt 30 ans que je ne lis que de l'histoire. Avant de me relancer dans les études d'histoire que j'ai reprises à l'âge de 51 ans, comme je me plais à le raconter, c'est-à-dire ça fait déjà un petit peu, ça va bientôt faire 20 ans, je ne lisais que du roman historique ou de l'histoire ou du roman historique. Alors, en matière de roman historique, il y a la série de Robert Merle. Alors là, c'est superlatif. Il faut lire ça. Il faut lire ça. Comment ça s'appelle? Fortune de France, c'est ça? Oh, c'est absolument magnifique. Fortune de France de Robert Merle. Si vous voulez du roman historique de haute volée, c'est ça. Et alors, j'ai découvert, et alors ça, je tenais à le dire, ça, je tenais à le dire parce que ça fait en général hurler, mais là, je tiens absolument à rétablir la vérité. Parmi les vérités historiques qu'il faut rétablir, c'est que la série des Angéliques, telles qu'elles ont été écrites par Serge et Anne Gollon dans leur version originale, c'est une merveille. Ce que ne rendent pas les trois films Cucul Praline qui ont été faits avec la très mignonne Michel Mercier et le magnifique Robert Hossein, paix à son âme, c'est complètement Cucul Praline, nunuche et tout ce qu'on veut. Les romans sont absolument fabuleux, fabuleux. Fabuleux de quoi? Fabuleux de précision historique. Vraiment, Anne Gollon et Serge Gollon, alors moi je l'ai rencontré à un salon du livre l'année de sa mort. L'année de sa mort. J'ai eu la chance de pouvoir dire tout le bien que je pensais d'elle à cette vieille, vieille dame, qui a été d'ailleurs décorée du Salon du Livre de Versailles, du Salon du Livre historique de Versailles à ce moment-là. Elle était vraiment à la fin de sa vie. Elle m'a acheté mon livre La Marche Rouge. Elle me dit, vous savez ce que sont devenus les enfants? Vous savez d'où venaient les enfants qui étaient transportés au Canada? Je lui dis, oui, ils venaient de l'hôpital général. Mais vous avez leurs coordonnées? Je lui dis, j'ai leurs coordonnées, leur nom, leur prénom, leur numéro de matricule. J'ai tout. Elle me dit, il me faut ça, il me faut ça. Donc, elle m'a acheté mon livre. C'était extraordinaire. Puis elle est morte avant d'avoir pu s'en occuper. Donc, je voulais dire que j'ai été alertée par une amie historienne qui m'a dit, Marion, il ne faut surtout pas mépriser la série des Angéliques, qui m'a été recommandée quand j'étais en fac, m'a dit cette amie, par mon professeur d'histoire moderne, qui a dit, si vous voulez des repères absolument précis, incontestables et magnifiques sur le siècle de Louis XIV, lisez la série des Angéliques. Ben non, tous ceux qui s'y sont lancés ont été absolument ébobis de la qualité de la recherche historique qui a été faite pour faire ces romans. Et le personnage d'Angélique est vraiment un personnage de femme forte, c'est pas du tout la nunu, enfin bon. Enfin bon, c'est pas ça, c'est On pas a ça. Troya aussi, Henri Troya, puis Maurice Druon avec Les Rois Maudits. Je ne sais pas si vous les Alors avez. Maurice Druon, Les Rois Maudits, c'est magnifique, Les Rois Maudits, c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, ouais. Moi, ce que je recommande vraiment, si je peux donner un conseil de lecture à des gens S'il qui vous plaît. s'intéressent à l'histoire, parce que j'ai tellement fait de lecture historique avant de faire de l'histoire que je peux donner des conseils là-dessus. C'est, si vous voulez vous intéresser à une période, allez dans une bonne bibliothèque. Une bonne bibliothèque, c'est une bibliothèque dans laquelle il y a un bon bibliothécaire, hein, et en général, il y en a plusieurs, et demandez à votre bibliothécaire de vous aider à trouver les bons romans historiques de la période qui vous intéresse. Et quand vous vous serez penché sur le roman, après, vous pourrez attaquer l'histoire. Le roman, c'est un angle excellent pour attaquer l'histoire. Par exemple, dans la série de Robert Merle sur Fortune de France, j'ai découvert Henri IV. J'ai découvert Louis XIII. J'ai découvert ce que c'était. Écoutez, il y a un passage dans Fortune de France qui vous raconte le massacre de la Saint-Barthélemy. Mais attendez, ruelle par ruelle, porche par porche, c'est ahurissant. Et alors, c'est jamais sadique, hein, c'est jamais. Il y a un truc que je déteste, moi, en histoire, c'est les gens qui se complaisent dans les atrocités. On sait très bien que l'histoire, c'est une succession d'atrocités. On peut les mentionner, il n'y a pas besoin de s'étaler. Et moi, je déteste ça. Donc, le massacre de la Saint-Barthélemy, dans toute son atrocité, moins le sadisme et la complaisance, il n'y a pas. Mais le massacre de la Saint-Barthélemy vu dans Fortune de France, ben, attendez, faut suivre ça. La Reine Margot d'Alexandre Dumas, c'est dedans. Alors, je n'ai pas lu Ah, c'est excellent. Alexandre Dumas. Je suis désolée. Je n'ai Non, pas lu moi, Alexandre Dumas. personnellement, je suis venu à l'histoire par Alexandre Dumas. Oui, oui. Et alors, ce que je vous disais ce matin, c'est de ce que j'avais compris. Alexandre Dumas a été alimenté en anecdotes historiques authentiques par un archiviste qui s'appelait Jacques Pechet, qui classait les archives, historiques et qui faisait des fiches. Et puis Alexandre Dumas, à partir des fiches, il faisait des romans. Donc c'est effectivement des vrais romans historiques faits à partir de véritables archives. Sauf que le travail d'archive n'a pas été fait par Alexandre Dumas. Mais peu importe, je l'ai pas lu Alexandre Dumas. Donc je Et ne peux Auguste pas. Maquet écrivait énormément. Et on va dire qu'Alexandre Dumas faisait le travail de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un directeur artistique. Il insufflait simplement. Directeur artistique, puis qui récolte les lauriers quand même, parce qu'on n'a pas retenu Et le oui, nom de c'est ça. l'autre. Oh, heureusement, Auguste Maquet a écrit quand même. Il a écrit de belles œuvres. J'encourage les Tout le gens monde à ne connaît pas. s'y intéresser. Et, et voilà. Donc Marion, Bon.
On arrive. Donc, cherchez des bons romans historiques. Moi, je vous ai donné quelques pistes. Alors, j'ai été très déçue. Dans le même esprit que j'avais lu Les Angéliques, j'ai lu les Caroline Chéry sur l'époque de la Révolution. J'ai été très déçue par le personnage de Caroline Chéry. Ça m'intéresse pas du tout. Pour moi, c'est un nymphomane. Enfin, ça m'amuse pas du tout. La femme d'un seul amour qui couche avec tout ce qui passe. Moi, je veux pas. Bref, non, j'ai pas aimé Caroline Chéry et j'ai pas trop aimé non plus. Alors, il y a un peu une ambiance qui est un peu palpitante malgré tout hein, dans dans le déroulé de l'histoire. Mais là, je recommande pas. Je peux pas recommander Caroline Chéry comme je recommande la série des Angéliques. Mais lisez la série des Angéliques. On a aussi une lecture facile et qui est bien, même si bon, l'auteur était de gauche ou si on n'est pas forcément d'accord avec lui. C'était Anatole France et Les dieux ont soif. Ça se passe pendant la Ah, j'ai période. pas lu ça. Ah, j'ai Ah, il pas faut lu le lire. ça. Là, franchement, il Ah, est honnête. Il a décrit toute l'hystérie justement populaire. Donc je ferai un rapprochement avec Gustave Le Bon, La psychologie des foules là-dessus. Comment les gens sont devenus complètement aliénés et ont renversé justement la monarchie, l'aristocratie par la révolution bourgeoise au travers d'un personnage. Donc c'est vraiment à lire, ça se lit très très facilement. Et bon, Anatole France, on sait ce qu'il était, pour ceux qui s'intéressent au personnage. Moi, j'aime certains écrits d'Anatole France, mais celui-ci, il est bien. Les dieux ont soif, pardon, d'Anatole France. Donc, sur la c'est période. bien. Il faudrait mettre tout ça en conseil de lecture. Il faudrait mettre tout ça en conseil de lecture. Eh ben, Marion, on pourra se faire justement un jour, on pourra regarder si vous le souhaitez revenir sur la chaîne. On pourra justement peut-être Ah, rassembler bah, pourquoi certains pas? pour discuter. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous Mmh. avoir. Ouais. Donc, on arrive au terme de cette émission. On a bien discuté, ça fait plaisir. J'encourage tout le monde à aller voir le travail de Marion. Je vais tout vous mettre en description. Euh, Alors, j'ai une chaîne YouTube qui, pour l'instant, se maintient. Alors, elle a une caractéristique, c'est que toutes mes vidéos, elles commencent sur le chapeau de roue, puis ça, on dirait que la censure se réveille probablement pas assez vite. Là, ma dernière vidéo, elle a fait un tel boom tout de suite, j'ai dit, tiens, on dirait qu'il laisse passer, puis non, il y a un ralentissement qui sent vraiment la mise de frein à main. Mais bon, ça va, c'est repris, ça circule. Ma dernière vidéo est très, très, très importante, très, très, très importante. C'est pas de l'histoire, c'est la dénonciation de la collusion entre la dépravation sexuelle, les services secrets, alias la CIA, et la Fondation Rockefeller, à savoir l'eugénisme mondial. C'est le travail de Judith Reisman. Là, je cite ma source, Judith Reisman, qui est toute fière de voir que son j'ai son travail livre, c'est tourne en dommage, je ne l'ai français. pas, il est au fond d'une de mes bibliothèques, mais j'ai son livre. Elle a 2 livres traduits en français. Hein. Il y a un livre chez Contre-Culture et un C'est livre aux éditions celui-ci. Saint-Rémy. C'est Je celui vous recommande les deux. Je vous recommande les deux. Et là, alors je voudrais dire également sur Judith Reisman, c'est que sous ma vidéo, je donne en lien le texte de 100 pages qui m'a servi de référent, qui m'a servi de source pour faire cette vidéo qui ne fait que 40 minutes. Donc, sur une vidéo de 40 minutes, j'aborde ce qu'elle explique en 100 pages. Ces 100 pages sont gratuites, elles sont mises à disposition en PDF et elles sont l'objet du travail de traduction bénévole de 4 personnes magnifiques que j'embrasse et qui m'ont permis en un mois de temps, j'ai mis plus de temps à sortir ma vidéo qu'ils n'ont mis de temps à traduire les 100 pages. C'est vraiment du très beau travail collectif que j'ai relu moi-même, que j'ai réédité moi-même et, qui sont en lien sur la société, sur le site Stratégica. Donc, je donne le lien du site Stratégica sous ma vidéo et j'ai pas encore mis ça sur mon site, le site de Marion Sigaud, mais je vais le faire. Et c'est vraiment un texte qu'il faut lire et faire tourner. Voilà. Donc, ma vidéo, c'est le résumé en 40 minutes de ces 100 pages. Absolument. C'est une bombe. Une bombe. Et c'est une bombe qui explose au bon moment. Parce que vraiment, nous sommes à la période des révélations. Là c'est c'est les révélations. C'est la révélation. C'est la vérité. La vérité est en train d'exploser partout en même temps. Votre C'est prochain impressionnant. ouvrage doit apparaître quand à peu près? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre. Il est pas. J'ai pas encore commencé de l'écrire. Donc Vous avez l'idée? la recherche est faite, comme je vous dis. La recherche est faite, mais j'ai pas encore commencé de l'écrire. Et il y a tellement de choses qui se bousculent. Il y a le travail de Judith. Il y a des choses à faire. Enfin, il y a une actualité qui pousse à de temps en temps laisser les ouvrages de fond pour coller Ah, un c'est peu plus près positif quand à. même. Ah, beaucoup. Moi, je suis complètement positive. Moi, je suis même optimiste. Alors, je suis pas optimiste sur ma capacité à voir la libération, mais je suis absolument optimiste sur ma certitude que ça se dessine, que c'est en cours et que ces salauds-là ne l'emporteront pas. Ça, c'est sûr.
que vous disiez Voilà. tout à l'heure, bon, comme on disait en coulisses, hein, ce qui était important, il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui capable justement de faire quelque chose. On est dans un préambule, on va dire, avec toutes Ouais. ces petites forces qui se constituent mais qui n'arrivent pas à s'agglomérer parce que cette dissidence, c'est ça le souci, il y a beaucoup de choses qui la pourrissent, notamment de l'extérieur mais aussi à l'intérieur. Mhm. Les gens n'arrivent pas à s'agglomérer pour des broutilles bien souvent. Et, euh, et au final, on n'arrive pas à avoir cette cohésion qui pourrait justement faire avancer une bonne partie des gens ensemble et avoir, comment dire, aller vers, oui, comme vous dites, une sorte de libération. Hein, Mais attendez, c'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'elle est pas là. Non, bien sûr, Vous savez, les gens qui vont nous libérer, ils sont au milieu de nous, on les connaît pas, ils sont là. on ne les connaît pas, même eux ne savent On pas. les connaît pas, ils sont là. D'ailleurs, c'est pas qu'ils vont nous libérer, c'est qu'ils nous représenteront au moment qu'on verra émerger, mais qui seront le fruit de notre travail collectif. Moi, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. Je suis émerveillé de la dernière vidéo que j'ai vue du docteur Fouché, où il dit, attendez, essayez pas de changer le monde. Faites chacun votre pas et vous verrez, il faut tenir. De toute façon, le système va s'effondrer. Et quand on aura tenu, qu'on se sera agrégé avec bienveillance avec les gens qui sont autour de nous, en étant chacun le plus possible soi-même, le plus possible cohérent avec soi-même et aimant de son entourage, les choses se mettront en place, les choses émergeront. C'est pour ça que règle numéro 1, ne jamais désespérer, c'est ce que veut l'ennemi. Oui, Première chose. Quand une crise de désespoir me prend, je me roule en boule et j'attends que la crise me passe. Il faut jamais rester sur une impression de désespoir. Il faut reconnaître qu'elle arrive, il faut l'accepter comme étant une épreuve douloureuse et attendre qu'elle passe. Il ne faut rien prendre comme décision dans un moment de désespoir. Rien, bonne leçon. rien, rien, rien. Bonne leçon. Voilà, voilà. Ben, c'est comme ça Alors, que je suis arrivé à 70 ans. Vous savez, j'en ai eu des épreuves dans ma vie. Hein. J'en ai eu quelques-unes quand même. ouais, je me Jusqu'à doute. présent, personne n'a réussi à m'abattre. D'ailleurs, maintenant, c'est trop tard. Si on veut m'abattre, le boulot est fait. Donc, il fallait se Ah, vous décider avez un avant. sacré tempérament. Vous avez un sacré tempérament, c'est très bien, et ça se voit dans vos écrits. Il y a quelque chose que j'ai oublié, je pensais, c'est une intervention qui m'avait vraiment énormément touché, que j'ai montré à plein de monde, j'avais envoyé à plein de monde, c'était après l'incendie de Notre-Dame, vous étiez intervenu, c'était le 1er mai ou pas? Je ne me rappelle plus. Oui, c'est ça, c'est ça. C'était C'était le le 1er 1er mai. mai. Oui, oui, c'est ça. Mais Ouais, ouais. alors, une femme qui a ranglé foule comme vous, je suis désolé, je n'en connais pas. Alors, C'est vrai. ah oui, oui, mais c'était splendide. Franchement, ça touchait au cœur. Alors, je la mettrai en Ne lien. touchez pas à Notre-Dame. Gardez votre argent. Ah non, mais c'était magnifique. Bon, au final, on ne sait Ah, pas c'est ce qui va se gentil. passer. C'est Ils gentil. disent qu'ils la reconstruiront dans le même état. Espérons. Je sais pas où ça en est. Je sais pas où ça en est. Bah, j'y J'ai une passe amie qui suit ça. régulièrement, vu que je fais des tours aux bouquinistes là-bas. J'ai beaucoup de bouquinistes amis chez qui je vais m'approvisionner. Ouais. Je regarde progressivement. Donc, tout est. Il y a des échafaudages en bois. On sent que, bon, je pense Travaille ils vont là-dedans. en faire telle qu'elle était. Vaut mieux pour eux, de toute façon. Alors, je redis ce que j'avais dit ce jour-là, hein, parce que moi, je suis propriétaire, alors à un petit niveau, hein, sur 5 hectares, je suis propriétaire forestière. Donc, je suis affilié à une coopérative de propriétaires sylvestres, hein, voilà, propriétaire de 5 hectares. Je suis pas une grosse propriétaire, mais je le suis quand même. Donc, je suis référencé. Donc, j'ai reçu dans la nuit qui a suivi l'incendie, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres, au titre que j'étais adhérente à une coopérative, que les différentes coopératives forestières s'étaient réunies et avaient décidé que chaque propriétaire forestier donnerait un chêne pour la reconstruction de Notre-Dame. Il y a de quoi reconstruire 100 fois Notre-Dame, gratuitement, gratuitement. Magnifique. C'est pas beau ça? Ça, Ah, c'est la c'est France. magnifique. Ça, c'est la France. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Attendez, tout l'argent il voulait faire une espèce de Luna Park avec un toit. Non, mais pourquoi pas une piscine et puis Un toit en verre, des une défilés esplanade en verre. LGBT en haut de Notre-Dame, c'est ça, ouais, 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 c'est ça. Dingue, dingue, C'est dingue. ça. Gardez votre argent et nous, on garde Notre-Dame. Ah Ah, oui, mais. oh oui. Saura se réorganiser. Et puis c'est pas mal, ça peut être justement le petit déclic qui peut donner une impulsion et donner l'exemple après pour d'autres choses. Hein, si les gens donnent de leur temps, de leur bien, c'est ça en vérité. C'est ça qu'on pourra bâtir. Vous savez, il y a des gens qui me disent qu'est-ce que je peux faire. Mais vous savez ce que je réponds? Qu'est-ce que vous savez faire et qu'est-ce que vous aimez faire? C'est ça. Faites ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire. Faites le bien, ça va forcément contribuer au bien commun. Soyez propriétaire de vos propres savoirs. Voilà. On Voilà. ne Et puis, dévoile il pas. faut échanger, échanger, échanger. Vous savez, moi, je suis pas féministe, hein, c'est pas un secret, mais j'ai ma petite faiblesse pour certaines qualités des femmes, je vais vous expliquer. Quand j'étais dans les territoires palestiniens en 1998, j'ai rencontré un médecin qui s'appelait Mustapha Barghouti, un ancien communiste, qui, au moment de l'intifada, enfin, vous voyez toute la répression qui tombait sur le malheureux peuple palestinien,
il a dit, bon, qu'est-ce que je sais faire? Moi, je sais faire de la médecine. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, je vais essayer d'apporter un peu plus de santé aux populations autour de moi. Donc, il a créé une association qui existe encore. Je pense qu'elle existe encore, mais ça fait longtemps que j'y suis pas allé et je pense que j'y retournerai pas. Qui crée des petites unités dans tous les villages pour apporter les soins primaires, c'est-à-dire les connaissances fondamentales de la bonne santé d'une population, d'une communauté, à titre gracieux, à titre volontaire, à titre gracieux, pour pallier l'absence de médecins. Donc, et il a dit, c'est lui qui me disait, hein, c'est Mustapha Barghouti qui m'a dit ça. Il me l'a dit personnellement. J'ai dîné avec lui et toute son équipe. Enfin bon, j'ai fait un bouquin sur son association. Donc, il m'a gratifié d'un ou deux repas de fête absolument extraordinaires. Et il m'a expliqué. Il m'a dit, nous, les médecins volontaires, pour remonter le niveau sanitaire de populations qui sont sous la botte, qui sont dans la misère et tout, on a fait des expériences. On a essayé d'aller dans les villages et d'apporter le savoir à une personne en espérant qu'elle le dissémine. On s'est rendu compte d'une chose, et le prenez pas mal comme homme, parce que vous savez que je suis pas féministe et j'essaye pas de dresser les femmes contre les hommes. Mais Dixit Mustapha Barghouti, si on donne le savoir à un homme, il va ouvrir un cabinet, il va mettre une plaque et il va prendre une secrétaire et puis il va faire défiler les gens et faire des ordonnances et il va faire payer. C'est pas forcément idiot, mais c'est pas ça qu'on veut. On a une autre idée. On va prendre une femme. On lui dit, viens voir. On va te montrer. Et on montre à une femme. On montre à une femme, si possible à une mère, pas nécessaire, mais si possible à une mère. Mais de toute façon, on montre à une femme. Et dès qu'elle sait ce qui va être bon pour les autres, venez voir, venez ce qu'on va dire. Et hop, ça se dissémine. Eh bien, ils ont fait comme ça. Ils ont formé des auxiliaires de santé qui sont allés dans les villages raconter à tout le monde, maison par maison, ce qu'il faut faire pour l'hygiène, la prévention. Extraordinaire. Ils ont rehaussé le niveau en disant. Et alors, c'est marrant parce qu'il y avait un philanthrope, je ne sais plus comment il s'appelait, comment il s'appelait, qui avait fait le même travail en Inde. Il disait, pour sauver une population, faut donner le savoir à une grand-mère. Vous donnez le savoir à une grand-mère, tout le monde va le savoir. Elle va le disséminer. Et Mustapha Barghouti, avec d'autres mots et avec une autre approche, disait la même chose. Vous voulez rehausser le niveau, prenez des femmes, dites-le leur et laissez-les faire. Laissez-les faire, elles vont disséminer. C'est-à-dire que le savoir bienveillant pour la communauté, vous le donnez aux femmes, elles le disséminent. C'est pas mal, hein? Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ce qui n'empêche qu'on a besoin également d'hommes pour les protéger. D'ailleurs, dans cette magnifique histoire que j'ai appelée Libre femme de Palestine, hein, qui est un de mes anciens bouquins, que j'ai fait du temps des éditions de l'Atelier, on montre bien que les hommes se présentent pour les aider. Enfin, c'est clair, c'est pas du tout les femmes contre les hommes contre les femmes du tout. C'est les femmes qui s'organisent, qui se font respecter. Dès qu'elles sont respectées, les hommes se présentent. D'ailleurs, j'avais une anecdote absolument truculente là-dessus. Il y avait dans un village une des auxiliaires de santé la plus dynamique, c'était une jeune Palestinienne chrétienne, et elle avait lancé une action absolument extraordinaire en direction des handicapés. Dans un village d'un millier d'habitants, elle avait réussi à réunir tous les handicapés, puis il y avait des enfants handicapés, il y en avait que personne ne voyait jamais. Elle les a sortis en plein midi pour les emmener faire des courses. Elle les a imposés à la communauté. Et c'était une chrétienne qui se mettait du rouge à lèvres. Elle avait des grosses boucles d'oreilles cerises. Enfin, une fille très rigolote. Elle avait un rire absolument communicatif. Et c'était un village tout à fait musulman. Hein, mais elle était envoyée là par l'association. Et un jour, il y a un journaliste qui est arrivé et qui a dit il s'approche de Majda et il lui dit c'est pour le journal Tartampion, je voudrais faire une enquête sur toi. Et il y avait un islamiste qui était là, un gars qui faisait des prêches contre ces filles, qui portait avec du rouge à lèvres, etc. Il arrête Majda, il dit tais-toi, c'est moi qui vais parler. Et le gars a répondu à l'interview. C'était vraiment un islamiste. C'était pas juste un musulman comme ils l'étaient tous. C'était un gars qui faisait des prêches et il a pris la défense de cette fille en disant c'est ça la volonté d'Allah, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça l'exemple qu'il faut suivre. Il a pris la défense du truc en disant voilà c'est ça l'exemple, c'est ça l'exemple. C'est magnifique, hein, c'est magnifique. C'est beau. Ah là là, ah mes souvenirs de Palestine. Oh que c'était beau. Tiens, ça faudrait peut-être que je le ressorte ce bouquin, tiens, ça serait sympa. Eh oui. Ça serait sympa. Vous avez fait un roman aussi, il me semble. Non, sur la Palestine, non, j'ai fait que des récits. Alors si, j'ai fait un récit qui s'appelle Du Kibboutz à l'Intifada, qui a l'air d'être un roman parce que je l'ai présenté comme un roman, mais en fait c'est mon histoire. Un récit. C'est mon histoire. Et il y a quand même un côté roman dans ce sens qu'il y a des personnages que j'ai synthétisés. Il y a une figure d'un certain David. Dans la réalité, il a 3 prénoms, ce David-là. Il est celui-là, je les ai synthétisés. Quoi. Mais il n'y a pas une réplique de ce livre que je n'ai prononcé ou entendu. Bon. Voilà, Marion. Bon, on va dire que c'est le mot de la fin. On a bien discuté. Bon.
C'est gentil de m'avoir invité, Ah, voilà, bah non, mais avec plaisir. merci à vous d'avoir accepté, surtout parce que la chaîne est modeste et puis Mais c'est oui, mais c'est comme ça qu'on avance, c'est comme eh ça qu'on oui, avance. c'est toujours un travail qu'on fait à petite échelle. Moi, elle n'est pas monétisée, je ne souhaite jamais la monétiser, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est simplement transmettre la passion de la lecture, mais même au-delà, Transmettre la vérité, on transmettre la s'émancipe par vérité. la lecture. Vous cherchez, vous cherchez, vous cherchez, vous trouverez toujours. Ce que Ouais, je dis, absolument. recoupez Voilà. et vous verrez, les vérités vont s'ouvrir à vous par le biais de la lecture. Internet, c'est Voilà. un tas de choses, un pot pourri. Internet, il y a des choses, certes, mais on est vite perdu, on est vite paumé et vite parasité. La lecture, on Mm. peut être critique parce qu'on prend le temps de développer la lecture, on prend le temps comment on appelle ça, de développer une réflexion et une critique sur ce que l'on lit. Tout n'est pas bon, tout n'est pas forcément bon. Et à un moment, avec beaucoup de lectures emmagasinées, on peut recouper et puis se faire une idée d'un tas de choses. C'est comme ça. Par le Mm. roman, par la philosophie, Mm. partout, partout. Voilà, Marion. Eh bien, je vous Bon, bah remercie. écoutez, Je vous dis à très bientôt.